Édifié en hommage aux combattants de la Grande Guerre, sa présence semble immuable, naturelle. Pour tous les Toulousains, il est devenu au fil du temps le monument. C'est un totem. Il marque le territoire urbain. C'est un point de repère, un marqueur de leur géographie et avant tout de leur histoire. C'est ici que Toulouse a célébré sa libération le 19 août 1944, libérée par elle-même une semaine avant Paris. Aujourd'hui, la capitale occitane est une métropole industrielle et universitaire de rang international. Et Toulouse a lancé les plus grands travaux jamais réalisés dans la ville pour doubler la taille de son réseau de métro avec la nouvelle ligne C. Ces grands travaux entraînent de grands bouleversements. Le déplacement du monument illustre le grand chemin parcouru par notre ville. C'est vrai que des monuments, on n'en bouge pas évidemment tous les jours. C'est un chantier très atypique à l'échelle régionale et à l'échelle nationale. En plus d'être gigantesque, les délais sont très courts et toutes les personnes sur le chantier travaillent d'arrache-pied. Bonjour à tous. Vous l'avez compris, c'est une journée exceptionnelle. Le monument à la gloire des combattants va être déplacé. 5, 4, 3, 2, 1... C'est une aventure à l'image de Toulouse où l'histoire, le patrimoine et la technologie d'avant-garde se rejoignent. Pour comprendre la portée de ce défi technique, il faut remonter le temps et comprendre comment a été prise la décision de déplacer le monument et comment préserver cette œuvre tout en répondant aux besoins de modernisation de la ville. Concevoir un réseau, une offre pour les habitants dans effectivement un territoire qui augmente sans arrêt, à peu près 15 000 habitants par an, ce qui est tout à fait considérable. C'est un exercice un petit peu de haute voltige entre une vision à moyen et long terme et puis le quotidien. L'idée de la troisième ligne, elle est apparue en 2014, 2013 même. Et il est apparu très rapidement lors des études que la pertinence de cette ligne-là, déjà, c'était que ça ne soit pas une ligne concentrique, c'est-à-dire qui allait vers le centre. Il fallait plutôt une ligne qui soit un petit peu en rocade. C'est un projet qui a été conçu pour structurer les déplacements domicile-travail et éviter donc les émissions polluantes qui vont avec. On estime qu'il y aura quelques 200 000 voyageurs au démarrage de cette ligne et que ça va retirer quelques 90 000 véhicules de la circulation. Et puis, elle va être reliée au système ferroviaire de manière beaucoup plus forte. Il y a 5 stations qui seront en quelque sorte des stations à double visage, station de métro d'un côté et halte ferroviaire ou gare de l'autre. Cette ligne C, quand même, il faut dire une chose, c'est nord-ouest-sud-est. Donc elle a vocation de desservir de grandes zones d'emploi. François Verdier, c'est un projet dans le projet. C'est quand même un marqueur de l'évolution urbaine de Toulouse. Ça va être une station avec 2 lignes qui se croisent, mais il y a un environnement. On est en train de piétoniser la rue de Metz. Pourquoi piétoniser la rue de Metz? Parce qu'on va avoir des flux comme on n'a jamais eu des flux sur cet axe-là. La station François Verdier, à l'origine, était située en fait plus au sud, entre la station existante de François Verdier et le Grand Rond, sur les allées François Verdier. Alors effectivement, je me souviens très bien de cette période. Pourquoi? Parce que ça impliquait tout simplement d'abattre pas moins de 50 platanes. Et donc il a été demandé de modifier, enfin de voir pour modifier l'implantation de la station. Ça appartient au patrimoine végétal de Toulouse, ils sont là depuis 70 ans. Puis ça avait un autre inconvénient, c'est que pour relier les 2 lignes, les 2 stations, il aurait fallu créer une sorte de couloir qui aurait fait perdre du temps, alors que le but du métro, c'est de gagner du temps. Aujourd'hui, le métier d'ingénieur, c'est pas seulement travailler sur un objet technique, mais son insertion dans l'environnement et en prenant toutes les composantes de cet environnement. C'est vraiment une concertation très conséquente qui a été menée. C'est aussi une bonne chose. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est plus un élu tout seul dans son bureau qui décide de faire une ligne de métro. C'est beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus ouvert aussi. C'est beaucoup plus participatif que ça ne l'était auparavant. Voilà. Et donc, c'est ce champ des contraintes, la concertation, qui a finalement permis d'arrêter le positionnement de cette station sous le monument. À François Verdier, le sous-sol est assez encombré.
puisqu'on a la ligne B existante, on a aussi un parking souterrain. Et après, sur les côtés, on n'a pas beaucoup de place. On a des bâtiments, on a des arbres, etc. Donc la seule solution, enfin la seule position possible de la station, c'est la position qu'on a trouvée, qui est vraiment au milieu du carrefour. Et du coup, le problème, c'est qu'on a le monument à la gloire des combattants qui se retrouve au-dessus de cette future station. Le monument, nous en connaissions très peu de choses, même s'il a été construit il y a tout juste 100 ans. Nous n'avions pas d'archives, pas d'archives très poussées. Nous n'avons pas réussi à retrouver les plans d'exécution. Nous avons dû compléter cette connaissance historique par des investigations sur le monument lui-même, parce que finalement, la meilleure archive, ça reste toujours le monument. C'est un monument qui est inscrit au titre des monuments historiques, et donc on peut pas faire ce qu'on veut dessus. Autant on a des monuments qui sont un peu des productions sur catalogue, autant on a des monuments qui font partie de tout un contexte sociétal, historique, et c'est le cas de ce monument à la gloire des combattants. Déjà, il a une spécificité, on dit souvent monument aux morts, mais c'est un monument à la gloire des combattants de la Haute-Garonne. Par sa forme, c'est un arc de triomphe qui s'inspire des arcs de triomphe de l'Antiquité, comme l'arc de Titus sur le Forum à Rome, ou l'arc d'Orange, plus près de nous. Ce monument, cet arc de triomphe, vient ponctuer, vient en bout de la grande perspective de cette allée dessinée par Mondran et réalisée dès le XVIIIe siècle. C'est aussi notre porte ou un autre centre d'intérêt pour la ville. Je pense que la rue de Metz, qui est aujourd'hui en cours de piétonisation, s'articule très bien avec cette station qui va être réalisée à François-Verdier. Et du coup, la ligne de métro et la nouvelle station, ça sera une nouvelle étape de cette histoire-là. N'oublions pas que Léon Jossely était un urbaniste, un architecte, qu'il est à l'origine même de la mise en place de cette science de l'urbanisme en France, mais également en Europe. Et il va inscrire également ce monument dans l'histoire de l'architecture, puisqu'il va le réaliser dans un style qui est le style art déco. C'est vraiment pour ça qu'on s'est intéressé à ce monument, à la fois pour le volet mémoriel, mais aussi pour toute l'histoire de la commande, l'histoire des trois sculpteurs qui sont intervenus dessus, donc Camille Reynaud, Henri Moncassin et André Abal. Sur le pied droit est, côté cathédrale, nous avons là une grande victoire ailée. L'achèvement de la victoire ailée en 1931, lorsqu'elle a été dévoilée par l'artiste, on est en pleine période de montée des extrêmes en Europe. C'est vraiment le début de la période. On n'a pas envie de revenir à la guerre. Cette figure donc, de la victoire réalisée par Camille Reynaud, c'est lui qui a réalisé les deux grands panneaux à l'intérieur de l'arche centrale. C'est cette figure qui a défrayé la chronique. Un sculpteur talentueux qui va réaliser une victoire très particulière. Et très différente de ce que l'on imaginait jusqu'ici, une victoire victorieuse, souvent très fière. Parce qu'effectivement, c'est une victoire ailée, avec son casque, mais qui a une figure relativement masculine. Ce que ce monument a d'exceptionnel, c'est de conjuguer la glorification des combattants tout en entonnant la guerre à la guerre de Jaurès. Ce n'est pas vraiment un monument comme les autres, et tout devait être mis en œuvre pour le préserver. Lorsque nous avons démarré notre mission, on entendait déjà des bruits comme quoi le monument allait être démonté pierre à pierre. Bien évidemment, notre posture, nous, c'est de dire, au début, on ne sait pas. On va trouver une solution, on ne sait pas encore quelle va être cette solution, la meilleure, à la fois pour garantir l'intégrité du monument et sa sécurité hors de la zone d'excavation de la station de métro. Alors effectivement, il y a différentes possibilités qui ont été envisagées. 3 scénarios principaux, qui sont de le garder en place et de construire la station, qui sont de le démonter par grands éléments, c'est-à-dire la partie haute, puis colonne par colonne, globalement, ou le translater et de le garder en un seul bloc. D'abord, la question du maintien en place du monument pendant la construction de la station, avec un programme très lourd de mise en place de pieux et un certain nombre de risques. Nous avons également mené des investigations sur les sols, intégré à notre équipe un bureau d'études géotechniques, là également très spécialisé. C'est sur la base de cette connaissance que nous avons vu qu'il était évidemment aussi très compliqué de pouvoir le maintenir en place sur des pieux, sachant que
va être construit une station de métro qui va descendre à plus de 30 mètres, hein, des fondations à plus de 50 mètres. Les lois de la physique en sous-sol ne sont pas les mêmes que celles hors sol. Donc on a des forces qui s'expriment, qui sont beaucoup plus puissantes en sous-sol. Et donc le travail sur l'espace est complètement différent. Donc nécessairement des risques très élevés pour le monument lui-même. Et la deuxième possibilité, si on ne le garde pas en place, il faut le déplacer. La question du déplacement en un seul ou plusieurs morceaux du monument. À l'automne 2021, on a fait un diagnostic du monument avec notre groupement de maîtrise d'œuvre, qui est un groupement de maîtrise d'œuvre spécialisé dans les monuments historiques. On a étudié avec eux tous ces scénarios qui étaient basés à la fois sur des études structurelles, sur les questions de conservation de la sculpture. Voir comment ce monument a été construit, dans quel état il est, pour qu'on puisse juger les différentes possibilités qu'on avait. Suite à ce diagnostic, on s'est rendu compte que la partie haute en fait était un bloc solide avec un mélange de béton armé avec de pierres encastrées et qu'on ne pouvait pas la démonter pierre par pierre. Ils nous ont exposé tous les éléments qui avaient été étudiés jusqu'à ce qu'on arrive au printemps 2022. La conclusion, pour disruptive qu'elle fut, a été de dire on va déplacer le monument aux combattants. C'est une œuvre d'art qui a été faite il y a quasiment 100 ans. Donc là, le but du jeu, ça va être de la déplacer, bien sûr, sans l'abîmer, pour pouvoir la remettre à sa place. Bon, déplacer un monument, c'est la première fois qu'on travaille sur ce type d'opération. On est parti sur une solution qui ressemble à un pont suspendu. Donc on a eu des petits aléas de chantier parce que quand on a enlevé les marches, on s'est rendu compte que le matériau qui était sous les colonnes et sous les pieds droits n'était pas celui qu'on imaginait au départ. Ça a été une surprise parce qu'il fallait... on était parti sur un principe où c'était entièrement en granit, donc structurellement, le granit il a une capacité d'être incompressible. Nous, on voulait venir pré-contraindre, donc c'est venir mettre en sandwich en fait ce soubassement pour le soulever. Donc quand on a découvert ça, on a dû renforcer cette maçonnerie. Il a fallu procéder à des injections et à des renforcements de ce matériau. Avec des produits, donc c'est pas de la résine, mais c'est des suspensions de ciment. C'est quelque chose de très liquide qu'on injecte sous pression pour combler les vides. Pour être sûr qu'in fine, il puisse tenir la pression quand il sera pris en sandwich pour être levé. Il a fallu en fait s'occuper des fondations. Donc on a construit ce qu'on voit ici, qui sont ces longrines en béton, qui ont été construites autour du matériau qui est sous les colonnes et sous les pieds droits. Donc c'est des longrines en béton armé. L'idée, si vous voulez, c'est de réaliser ces longrines en béton tout autour du matériau qui est sous les colonnes et en fait de mettre une précontrainte pour pouvoir après le soulever. D'ailleurs, on voit ici les barres qui dépassent, ce sont des barres de précontrainte qui ont permis en fait vraiment de serrer ces longrines en béton contre le matériau pour pouvoir, qui était sous les colonnes pour pouvoir le soulever. La grande difficulté, c'est que comme on n'a pas de place, on peut pas, si on a un peu de retard, on ne peut pas doubler les moyens. Et je ne peux pas mettre 2 grues, c'est pas possible. Donc on étend le temps de travail au maximum qu'on peut de 7h jusqu'à 20h. Vous l'avez vu aujourd'hui, l'entreprise, là, il y a beaucoup de monde sur site. Ils travaillent là même le samedi, donc voilà, en termes de planning, on a des objectifs très ambitieux. Ce qui a été compliqué, c'était au niveau du planning, parce que comme je vous l'ai dit, il était assez tendu, et au niveau de la place sur chantier, parce qu'on était quand même dans un chantier en termes de surface assez restreint, où il y avait quand même beaucoup de matériaux à venir mettre en place. Par rapport à la charpente métallique, il fallait pouvoir la monter sur place, ça prenait une place assez énorme sur le chantier. Et en plus, si on venait rajouter le lot 2, il y avait beaucoup de cohabitation donc, entre 2 entreprises différentes. Et je pense que c'est ça qui a été compliqué sur chantier. Il faut combiner à la fois de la logistique dans un endroit très restreint où on a quand même beaucoup de pièces métalliques à assembler, beaucoup de boulons à mettre. Donc quasiment tous les jours, la première étape, c'est jouer au Tetris.
pour mettre tous les éléments qu'on a besoin pour assembler dans un espace très restreint, pour pouvoir travailler, assembler, poser, et puis 2 jours après, on recommence. Donc là, l'idée, c'était de construire une structure annexe en métal qui permettra d'encaisser les déformations parasites dues au déplacement et au soulèvement pour que le monument, lui, ne ressente aucun effort. Et les seuls efforts qu'il ressente sont les efforts qu'il a actuellement, c'est-à-dire quelque chose d'aplomb. Ensuite, c'est beaucoup de boulonneuses, parce qu'on a quand même 14 000 boulons à assembler en 6 semaines pour pouvoir assembler la charpente métallique. Donc la structure métallique a été emmenée par convoi exceptionnel, par ferme en fait, donc par grand élément. Donc d'abord la partie centrale, puis cette partie-ci, puis la partie latérale, et après la partie-ci, puis l'autre partie latérale. Ça a été monté devant le monument, sur la plateforme qui est ici, et puis glissé après à l'intérieur du monument. La première étape la plus importante, ça va être de transvaser le poids du monument par la charpente. L'idée, c'est de le suspendre et qu'il soit suspendu à la cage d'armature métallique qui, elle, repose au sol sur 4 points d'appui. Donc là, on va faire un transfert de charge, c'est-à-dire qu'on va reporter l'intégralité du poids du monument sur 4 points de vérinage. L'étape la plus importante, c'est celle-là. L'enjeu principal pour nous en étude, c'était de faire une structure métallique assez robuste et qui permette au monument de ne voir aucun déplacement lors de sa prise en charge. Donc nous avons conçu un double système de vérinage. Effectivement, c'est là où les réglages fins vont être faits pour mesurer qu'il n'y ait pas trop de déformation, que ça n'altère pas la structure du monument. Donc ça, c'est une étape compliquée. On avait du mal à imaginer, c'était la courbure que le monument allait prendre. Si, lorsqu'on allait le lever, même si on essayait de lever tout en même temps, si le fait de décaler, ça n'allait pas créer une courbure et créer des fissures. Sachant que pour nous, du coup, Archécite, on cherchait quand même à conserver au mieux le monument. Là, s'il y a un problème, il faut arrêter, quoi. L'étape la plus critique, c'est celle-là. Quand on a scié, en fait, on s'est rendu compte que le monument s'est un tout petit peu soulevé. Donc ça voulait dire qu'il était bien pris en suspension sur la cage d'armature métallique et que le poids en fait qu'on estimait était un peu surélevé puisqu'on s'était arrêté à 90%. Et quand on a scié, il s'est mis en suspension en se déplaçant vraiment de très très peu. Donc le poids était plus faible que le poids estimé, ce qui est une bonne nouvelle pour nous puisque ça amène du coup moins de contraintes dans le sol, etc. quand on va le déplacer. Le bon déroulement des opérations repose sur l'anticipation des ingénieurs et l'efficacité des équipes. C'est cette synergie qui permettra de lever le monument à plus d'1 mètre du sol, puis de le reposer sur des gigantesques remorques appelées Kamag. L'équipement qu'on utilise, c'est des Kamag type K24 qui sont capables de lever 48 tonnes par essieu. On mettra 3 fois 19 essieux et 3 moteurs spéciaux pour le transport. Et cela fait en sorte qu'on puisse lever le monument qui pèse, disons, tout l'ensemble plus ou moins 1666 tonnes. Qu'on peut le lever, faire une rotation de 90 degrés et puis une translation de 40 mètres. Alors les distances sont vraiment courtes, beaucoup plus courtes qu'un transport normal. Mais vu qu'on va aller assez long, ça pourrait prendre quand même une journée entière. Bonjour à tous. Vous l'avez compris, c'est une journée exceptionnelle que nous allons vivre tous ensemble. Le monument à la gloire des combattants va être déplacé pour permettre la réalisation de la future station de métro de la ligne C. C'est un moment qui est unique. En France, ça n'est jamais arrivé. C'est rarement arrivé dans le monde. C'est le jour J. L'équipe de chantier se trouve face à un défi monumental et nous allons suivre pas à pas les étapes cruciales de cette opération délicate. L'atmosphère est chargée de tension alors que l'énorme masse du monument, symbole du courage et du sacrifice des combattants, repose sur des Kamag massifs prêts à affronter l'immensité de la tâche. Les ouvriers, dont l'expérience est cruciale, se tiennent prêts.
Le moment critique arrive lorsque le monument doit pivoter à 90 degrés. Une manœuvre délicate qui fait monter la pression d'un cran. Les commandes précises et les ajustements minutieux sont guidés par l'expertise de l'équipe. Devant les Toulousains qui sont venus nombreux pour regarder leur patrimoine culturel se déplacer de plusieurs mètres. Les Camag. Ces gigantesques remorques se mettent lentement en mouvement, prenant en charge le poids du monument. Alors que le monument commence à se déplacer, les ajustements des moteurs et les échanges radio entre les équipes marquent chaque avancée, tandis que les visages reflètent l'intensité de l'événement. La précision de cette manœuvre est à couper le souffle. Cette opération qui semble presque surréaliste est une véritable prouesse d'ingénierie et d'effort humain. Chaque détail, chaque mouvement millimétré, chaque membre de l'équipe sait que la moindre erreur peut avoir des conséquences désastreuses. Qu'est-ce qui se passe là, à l'instant T? On roule doucement parce qu'au fur et à mesure qu'on avance, le monument ne va pas suivre la pente. Donc on compense avec les vérins de la remorque pour que la remorque, elle, monte dans la pente, mais que le monument, lui, reste droit. On a une équipe de 3 opérateurs ici. Un est l'opérateur principal qui a la télécommande, qui fait toutes les manœuvres en fait. Et les 2 autres sont nécessaires pour regarder s'il y a des obstacles qu'on touche. C'est presque impossible pour un opérateur de voir tout. La translation par rapport à la rotation va beaucoup moins vite sur la translation parce qu'il y a quand même une pente de plus d'1,5%. On a vu qu'on a aussi pu, avec un bon opérateur, pu compenser l'horizontalité pendant qu'on roulait avec les plateformes. C'est un des seuls chantiers où on peut mixer l'intégralité de notre savoir-faire. Dans ce genre de métier, surtout en ouvrage d'art, il faut avoir des gens avec beaucoup d'expérience. Donc là, c'est les chefs d'équipe, le chef de chantier. Des compagnons, il faut mixer des gens avec de l'expérience et moins d'expérience parce qu'il faut les former et puis préparer l'avenir. On le confirme, c'est allé plus vite que prévu, docteur? Oui, ça a été plus vite de prévu parce que le monument s'est bien comporté au démarrage de la rotation, qu'on a pu avancer sur une vitesse de croisière constante. C'est le fruit de la préparation en amont. Pour cette opération, ça dépend du support, donc tout ce qu'on a préparé en avant, les fondations béton qui ont bien tenu le coup, toute la manœuvre, le contrôle constant par des capteurs, savoir si on conserve la bonne horizontalité du monument. Tout s'est très bien passé, on est resté dans nos tolérances, on n'a pas du tout dérangé le monument. Là, on est en train de finir la translation pour pouvoir le reposer sur la future dalle de stockage qui va recevoir le monument pendant 4 ans. Le monument est arrivé à destination Ça y est. sur le plan. On va dire qu'il est au-dessus de ses points d'appui et de stockage finaux. Et l'opération qui se passe en ce moment, c'est qu'on vient rajouter les cales pour être au niveau défini par nos experts. Et l'idée est de démarrer dans la journée le déchargement du monument depuis les remorques sur ces 4 points d'appui. Alors, les Camag sont toujours sous le monument à l'heure actuelle? Là, on les entend pour l'instant. Oui. Ils viennent de brancher le moteur. Ils vont très doucement baisser tout le poids sur les supports pendant que, oui, qu'ils vont vérifier que les fondations restent dans le bon état. Et ce sera ce soir ou plus tard, demain matin, qu'on va retirer les machines. Samedi soir, ils ne seront plus là. Le déplacement du monument aux combattants de Toulouse n'est pas simplement un défi d'ingénierie, mais c'est aussi une histoire de préservation, d'évolution et de respect de notre passé. Ce projet, c'est un projet qui a habité ma vie depuis 2014. Il ne se passe pas de jour sans que j'y pense. Je ne pensais pas que dans ma vie, j'allais pouvoir travailler sur quelque chose comme ça. Moi, il m'arrive de fermer les yeux et d'imaginer Toulouse en 2028. Et de me dire, tiens, il y aura des milliers de personnes qui tous les jours vont rentrer dans ces rames, vont vivre avec ça. La mobilité, c'est la vie. Le monument va veiller jusqu'en 2028.
Il reprendra sa place à la fin de la construction de la nouvelle ligne C et au-dessus de la nouvelle station François-Verdier. C'est une nouvelle porte reliant le cœur historique de Toulouse aux principaux bassins d'emploi et zones d'activité de la métropole.